Bonjour Henri Quinson. Bonjour. Merci d'avoir fait le voyage de Marseille pour venir participer à cette émission. Un plaisir. Alors, je vous ai demandé un peu avant cette émission comment il fallait vous présenter parce que je n'avais à disposition que des mots anciens. Puis vous n'êtes pas si vieux. Je suis un ex. C'est ça. Vous êtes un ex-trader, vous êtes un ex-moine, vous êtes ancien membre de la fraternité Saint-Paul que vous avez cofondée. Et bon, ben voilà. Aujourd'hui, vous avez une autre vie. Aujourd'hui, vous êtes marié. Oui. Alors, je suis pas un ex-mari, en revanche. Pas encore. Non, pas l'intention de l'être. On n'espère pas, évidemment. Vous êtes aussi professeur dans l'enseignement catholique, ouais. Auteur. Vous avez notamment publié et raconté vos nombreuses vies, certaines d'entre elles dans ce livre Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille. C'est paru en 2009 chez Nouvelle Cité. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes retrouvé un peu dans les témoignages que l'on vient d'entendre ? Oui, forcément, parce que il s'agit de deux êtres humains et j'espère l'être moi aussi. Donc, je pense qu'il y a une humanité commune. Après, il y a une recherche spirituelle qui a été aussi la mienne, et qui est toujours d'ailleurs la mienne. Et je pense que ces deux témoignages, je m'y retrouve parce que la vie pour moi n'est pas simplement une série d'actes matériels, acheter, vendre, travailler, mais tout ça n'a de sens que rapporté à quelque chose qui est invisible. Si j'avais, pour les téléspectateurs, à faire une comparaison, je leur parlerais de ce petit objet que nous avons tous qui s'appelle un téléphone portable. Si on faisait revenir quelqu'un qui a vécu ne serait-ce qu'il y a 50 ans, sans doute, et si je lui disais que je parle avec mon oncle aux États-Unis avec cet objet qui n'a aucun fil, qui n'est raccordé à rien, il aurait du mal à croire en l'invisible physique, c'est-à-dire la capacité de communiquer. Les scientifiques sont capables de nous expliquer comment ça marche, etc. Et ma conviction, c'est que tous les êtres humains ont des aspirations, sont en recherche d'inspiration, et derrière ces mots, il y a le mot latin spiritus, l'esprit, qui est invisible comme le vent. On voit les branches bouger, mais on ne voit pas le vent lui-même. Et donc, je pense que ce qui anime ces deux personnes, et ce qui est une clé d'explication de ma propre existence, qui peut paraître étrange, c'est quelque chose d'invisible, donc, mais qui se rend visible à travers des choix. Ils ont fait des choix. Et je me retrouve beaucoup dans leur capacité à faire des choix. Et on voit qu'il y a aussi des difficultés à faire ces choix. Oui, vous en avez fait plusieurs. Vous êtes reposé la question, quel est le sens de ma vie, quelle est l'orientation à prendre à de nombreuses reprises, on va y revenir. Oui. Mais j'accueille aussi Pierre-Yves Brand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie à l'université de psychologie des religions, à l'université de Lausanne, et vous avez coédité ce livre, La conversion religieuse, approche psychologique, anthropologique et sociologique. C'est paru chez Labor et Fides. Vous vous intéressez effectivement au phénomène de conversion, notamment aussi d'entrée dans la vie du monastère. Est-ce qu'il y a un point commun à toutes ces trajectoires, les deux que l'on a pu voir aujourd'hui, celle d'Henri Quinson, dont vous avez peut-être entendu parler? Quels sont les points communs à ces existences-là? Bon, alors je crois que, évidemment, c'est des existences qui sont marquées par des changements qui sont forts et qui scandent des étapes. C'est peut-être pas ce qu'il y a le plus particulier à ces parcours, parce que finalement, je pense qu'il y a plein de gens qui font des choix comme ça et qui décident de modifier drastiquement leur vie. Ce qui est plus particulier, c'est de vouloir le faire d'une manière qui est reconnue, d'une manière ou d'une autre, par une instance extérieure. C'est-à-dire une entrée dans un monastère, ou pour cet ermite, la demande, au fond, de faire des vœux auprès d'un évêque. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce parcours veut se visibiliser. Oui, Michel, qu'on a vu dans le reportage, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais ermite laïque, mais en lien avec l'évêque. Donc elle a dû elle-même créer sa propre règle, en quelque sorte, mais c'est se donner un cadre et une reconnaissance. Tout à fait. Et donc elle raconte qu'il y a des tas de gens à Fribourg, par exemple, qui lui demandent de prier pour eux. Donc ils savent, elle est officiellement, elle a un statut d'ermite, si on veut. Alors qu'il y a peut-être à Fribourg 15 autres personnes qui vivent comme des ermites, qui se considèrent comme des ermites et qui ne le disent à personne. Non. Pour vous, il y avait quelque chose de cet ordre-là quand vous avez quitté le monde de la finance pour entrer à l'abbaye de Tamier. C'est le grand écart, d'ailleurs. Alors, pour moi, en tout cas de manière consciente, aucune recherche de visibilité. À vrai dire, j'ai vécu aussi bien au monastère de Tamier qu'à Marseille, avant d'écrire ce livre, dans le calme plat médiatique et dans la tradition monastique, il y a une recherche, au contraire,
enfin, il y a toute une spiritualité du désert, donc d'être à l'écart, d'être en clôture. Donc j'ai vu peu de gens, je communiquais d'ailleurs peu avec ma propre famille. Épistolairement, je les voyais une fois par an. Donc j'étais plutôt sur un mode du retrait quand j'étais à l'abbaye de Tamier. En revanche, je suis d'accord sur ces observations, c'est que vis-à-vis de l'extérieur, la communauté monastique est clairement identifiée. C'est un lieu à Tamier qui existe depuis 1132 et on vous le répétera souvent parce que c'est important d'avoir cette durée, c'est une légitimité quand même, sur des critères purement humains, alors en l'occurrence, et à mes yeux, pas forcément spirituels, hein, mais ils peuvent l'être, mais c'est pas parce qu'on a duré longtemps qu'on est dans le vrai. Il y a l'affichage des vêtements, alors que la règle de Saint-Benoît, au départ, Benoît demandait de s'habiller comme tout le monde autour, ce que nous avons adopté quand nous sommes arrivés à Marseille. Mais alors, en quelque sorte, pour votre entourage, pour votre famille, c'était presque plus facile ou confortable de dire, voilà, l'un de nos proches est à Tamier, plutôt que de dire, il est en train d'essayer de fonder une communauté à Marseille. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Pour une bonne famille catholique bourgeoise française, enfin franco-américaine, c'est plus facile d'expliquer que son fils est au monastère. C'est déjà un peu compliqué, hein, oui. Mais parce que le monde n'est pas ce qu'il était au Moyen-Âge, si tant est que c'était vrai partout au Moyen-Âge, mais je veux dire, la France chrétienne de toujours à toujours, les milieux ont évolué, mais c'est vrai que pour des familles catholiques, c'est sûrement plus facile d'expliquer que son fils est rentré au monastère de Tamier que d'expliquer qu'il est allé fonder une communauté qui, justement, a-t-elle la reconnaissance de l'évêque? Y a-t-il des statuts? Y a-t-il un cadre? C'est plus compliqué. Voilà. En 2 mots, donc à Marseille, vous avez effectivement fondé une fraternité avec un autre homme qui vivait aussi de façon religieuse. Et puis, vous avez décidé de venir en aide à la population du quartier et notamment aux jeunes de vivre. C'est eux qui ont décidé qu'on vienne à leur aide. D'accord, oui. En tout cas, ils vous ont fait de la place, tout effectivement. Absolument. Vous le racontez dans votre livre, on voit que vous vous posez énormément de questions. Ça a été un long processus à chaque fois. Ça se fait donc pas sur un coup de tête de changer de vie comme ça? Ben non, ça ne se fait pas sur un coup de tête. La radicalité, elle apparaît. On peut avoir un coming out, si vous voulez, à un certain moment. Et puis, au fond, tout le monde se rend compte d'une transformation qui, au fond, s'est préparée, a été mûrie. Il y a peut-être une série de décisions qui ont été prises en amont. Moi, je connais par exemple une personne qui est entrée dans un monastère qui me disait, 1 année avant, j'ai arrêté d'écouter la radio. Hein, et une série de décisions qui font qu'on se prépare. Et puis, je dirais, et aussi ensuite, une fois que vous êtes entré, il y a une série de petits choix qui font la décision et qui permettent effectivement de confirmer le choix qu'on a fait, ce qu'on appelle un noviciat du point de vue de l'accompagnement extérieur. Vous parlez de coming out social, oui. Mais en quelque sorte, vous aviez 28 ans, 27... J'ai quitté les marchés financiers à 28 ans. Oui. À 28 ans, c'est un peu du suicide social, non, d'aller s'enfermer dans un monastère. C'est comme ça que ça m'est apparu à moi-même à certains moments. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je gagnais bien ma vie, j'étais surtout reconnu, parce que c'est intéressant ce que vous dites sur l'affichage, le rapport aux autres finalement, parce que les êtres humains, et moi compris, nous avons besoin de reconnaissance. C'est dangereux de vivre que pour la reconnaissance, mais en même temps, nous vivons en contact avec les autres. Si quelqu'un vous dit « t'es sympa » ou si quelqu'un vous dit « t'es beau », on n'y est pas insensible. Bon, après, spirituellement, il faut justement se dire que c'est peut-être pas l'essentiel, ce que disent les autres, le regard des autres, mais il reste que, voilà, on est inséré dans ces regards et qui influencent notre propre regard sur nous-mêmes. Donc à 28 ans, oui, les réactions étaient très différentes. Donc, j'ai des collègues qui m'ont dit, c'est super, nous, notre métier de trader, c'est de l'arnaque, donc là, au moins, tu es honnête. Je trouve cette réaction excessive, même si elle peut avoir une part de vrai. Et puis, il y avait des réactions, c'est du gâchis, pourquoi se retirer? Tu as des compétences, si tu veux gagner de l'argent et le donner aux pauvres, tu peux le faire. Là, tu vas au contraire t'appauvrir, donc à quoi ça rime? Donc, des questions de sens, tout à fait légitimes. Et puis aussi, des gens qui ne comprenaient pas du tout. Hein. J'avais un collègue qui est resté sans voix. Je dis souvent, son visage était comme un écran d'ordinateur qui bug et qui n'arrive pas à traiter l'information. C'était vraiment l'impression qu'il donnait. Mais c'était quoi? C'était une fuite du monde que vous connaissiez? Alors, la fuga mundi, la fuite du monde, est une expression qu'on trouve dans la tradition monastique. Personnellement, je la trouve extrêmement dangereuse. Pourquoi?
vous avez évoqué la question de la peur, et c'est une très bonne question. Alors, là, si vous fuyez quelque chose dont vous avez peur, quand vous êtes dans le processus de fuite, vous ne devriez plus avoir peur, puisque, admettons que je fuis ma sexualité, que je fuis, je ne sais pas, le fait qu'il faut gérer à 5-15 milliards de dollars l'équivalent du budget de la Tunisie et que ça commence à me fatiguer, le stress, le monde urbain, je peux fuir tout ça. Le problème, pour moi, c'est que mon témoignage, quand je suis entré au monastère, j'étais effrayé de ma décision. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à parler. Vous parliez des gens qui se préparent. Moi, je n'arrivais même pas à parler à un prêtre du fait que je me posais cette question. Donc, c'était une perspective qui m'effrayait. Maintenant, je ne suis pas psychanalyste ni psychologue, donc professionnel. Donc, est-ce que pour autant, ça n'est pas une fuite? Mais je dirais que à trop vite conclure que c'est une fuite, ça me paraît pas évident, disons. Alors, posons la question aux psychologues des religions. Est-ce que souvent c'est une fuite? C'est souvent comme ça que c'est perçu. Ces personnes ne trouvent pas leur place dans la société et vont la chercher ailleurs. Oui, mais toutes les grandes décisions, je pense, sont faites elles sont mêlées, si vous voulez, de motivations profondes et puis d'arrangements avec des choses qui nous inquiètent. Je pense que si les gens qui se sont mariés ou les gens qui ont tout à coup décidé d'émigrer dans une autre région du monde regardent leur choix 10 ans après, de la même manière que les gens qui sont entrés au monastère, ils se disent mais au fond je n'étais pas prêt et si je m'étais rendu compte de ce que ça voulait dire, j'aurais peut-être envisagé les choses autrement. Donc je pense que la vie est faite de choix. Et autant que possible, une vie libre, disons, c'est une vie qui se rechoisit au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il faut avoir une personnalité particulière pour faire ce choix de vie? Est-ce que il faut être un peu sauvage peut-être ou enfin, au contraire une grande force de caractère, je ne sais pas. Alors, ça dépend. Quand vous dites sauvage, ça dépend pour quel type de vie. Alors pour vivre en ermite, peut-être pour des mauvaises raisons de vouloir vivre en ermite, il faudrait être sauvage. Et la tradition vous dit qu'effectivement, il ne faut pas laisser trop vite quelqu'un choisir cette vie-là, parce qu'au fond, il se pourrait que vous ne vous rendiez pas compte de qui vous êtes vraiment, et que la fréquentation des autres vous aide à être un peu plus lucide sur qui vous êtes. Là, ce serait une fuite, en l'occurrence. Et dans ce sens-là, il peut y avoir, si on veut... Je pense que des personnes jeunes peuvent avoir à un certain moment le désir de fuir, soit dans le trop avec les autres, soit dans le pas assez avec les autres. Il va falloir trouver un équilibre et ça, il faut apprendre à se connaître et la fréquentation des autres vous aide un peu plus à vous connaître. Alors, ça c'est sûr. Pour avoir rencontré Michel qui est dans le reportage, elle n'est pas du tout sauvage, mais elle est ermite. Elle n'a pas l'air. Elle n'a pas l'air, Oui. effectivement. Reportage, Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre vie de moine? Vous avez passé 5 ans à Tamier. Est-ce que la question du célibat, de la chasteté a été une question? Alors, je me retrouve bien dans le propos du moine bouddhiste. Il suffit de réfléchir à ce qu'il y a à l'intérieur de pas l'être dans humain. sa technique de se représenter le corps humain dans tous ses organes. Vous n'avez pas ce genre de méthode dans l'Église catholique? Pas ce genre de méthode, mais en revanche, le fait d'être retiré du monde, d'être dans un environnement où les gens s'habillent de manière pudique, où on n'est pas exposé continuellement à de la publicité racoleuse qui va mettre en avant le corps magnifique de telle ou telle femme, forcément vous êtes moins dans un contexte. Voilà, on peut utiliser le mot traditionnel de la tentation. Donc, mon expérience personnelle, honnêtement, c'est que c'est possible de vivre célibataire pendant 5 ans. Je ne peux pas dire plus, parce que je n'ai pas vécu célibataire dans le cadre du monastère, mais j'ai vécu célibataire très longtemps, depuis 15 ans à Marseille. Et je pense que c'est plus difficile quand vous êtes à Marseille ou dans un milieu urbain. Ça peut être lié aussi au stress. Enfin, il y a des tas d'éléments qui font que c'est plus difficile. Donc au monastère, en tout cas, au monastère de Tamier, pour répondre précisément à votre question, c'est pas le célibat qui pour moi était le plus difficile, ce qui pour moi était un sujet d'étonnement, je ne vous cache pas. Voilà. C'était le manque de sommeil qui vous a le plus pesé. Voilà. C'est ce que vous racontez Un détail dans le tout à fait prosaïque. Voilà. J'ai besoin plutôt de 8 heures de sommeil et j'en avais que 7 chez les trappistes. Parce que la vie est bien réglée et qu'effectivement, il y a exactement. des prières très tôt. Mais donc, à Marseille,
au milieu du monde, dans des relations sociales quotidiennes, là, la question du célibat s'est posée de façon plus... C'est pas qu'elle s'est posée, mais... Enfin, vous êtes marié depuis, voilà, je ne sais pas exactement voilà, moi, je comment ça suis s'est marié passé, depuis mais... 3 ans, Oui. mais je connais ma femme depuis 5 ans. Mais à un moment donné, ça a été un choix où je me suis dit, bon, c'est lié à... C'est pour ça que c'est intéressant, les prises de décision, parce que comme vous le disiez, bon, il y a des aspirations, comme je disais aussi des inspirations, et puis il y a un contexte. Nous, on était partis pour vivre dans cette cité HLM à Marseille longtemps, peut-être toujours, et puis la cité était réhabilitée, la moitié des familles est partie, le contexte change. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais responsable de la communauté, j'ai travaillé sur un film Des hommes et des dieux, où j'ai été pendant 1 an assez souvent absent et au Maroc pour le tournage. Et ça a été, nous avons considéré en fait ensemble que c'était le moment pour moi de quitter la communauté, de quitter ce lieu. Voilà. Donc, je dirais, c'est des concours de circonstances. Et après, on peut me dire, pourquoi pas retourner au monastère de Tamier? Pourquoi pas refaire la même chose dans un autre quartier? Moi, j'ai cherché à discerner en fonction des choses qui m'habitaient moi. Et aussi de l'âge, parce qu'on faisait mention de l'âge, je pense que c'est un élément très important. Moi, j'étais assez tiraillé, par exemple, sur la question de le démon de midi, la crise de la de la quarantaine ou des 50 ans, voilà. C'était une question où je me disais, voilà, on en parlait tout à l'heure, quelle est ma fidélité? Je dois être fidèle à quoi, à qui? Difficile question. Quelle est la vie qui vous a rendu le plus heureux? Je répondrai, je répondrai toutes, mais sincèrement en plus. J'ai connu des épreuves dans toutes ces vies. Je pense que la vie communautaire au monastère peut être extrêmement difficile à certaines heures, mais elle l'est tout autant dans une vie de couple, qui pour moi est relativement récente, donc peut-être qu'il y a eu moins d'épreuves. Et puis j'ai des belles filles charmantes et qui maintenant sont à l'âge où elles s'en vont. Mais je crois que toute vie communautaire donne beaucoup de joie et aussi des conflits. Et puis après, je crois que c'est sa vérité par rapport à ce qu'on cherche à vivre, c'est-à-dire si on est ajusté. Pour moi, je comparerais ça à un bateau à voile. Si vous avez du vent dans les voiles, c'est bien, mais si le vent change, vous devez changer vos voiles. Et ce qui compte, c'est le vent dans les voiles. Pierre-Yves Brand, rapidement, parce qu'on doit conclure. Vous pourriez changer de vie? Vous y avez songé? Mais je pense que j'ai changé d'une manière ou d'une autre plusieurs fois de vie. En particulier, à un certain moment, choisir de se marier, c'est effectivement renoncer à d'autres orientations possibles dans son existence. Et je pense qu'après, la question, c'est la question de la fidélité. Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où la fidélité à soi l'emporte sur la fidélité aux autres. Il faut mener son parcours de vie jusqu'au bout. Et donc, c'est forcément une négociation de trouver comment la combiner avec la fidélité aux autres aussi. Et le monastère n'a jamais été une option, en dépit de la barbe. Mais oui. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission.